Dernière partie, la nouvelle société du Second Empire, donc 1852-1870. Et on va donc voir la lente fin de la misère rurale. Les masses rurales adhèrent au régime car il leur assure l'ordre et un enrichissement inédit. Les exportations agricoles, les prix et la demande augmentent, notamment dans les villes. Entre 1830 et 1870, le monde rural est à son apogée humain, avec un maximum en 1846, et donne extérieurement une impression de prospérité malgré certaines inégalités. Une partie des pauvres ruraux quitte la campagne au profit des usines, ce qui soulage les campagnes. La situation des 3 millions de salariés agricoles s'améliore car le chômage diminue et les salaires augmentent. Mais l'accès à la propriété reste limité à une paysannerie enrichie. Les travaux de désenclavement et de bonification apportent la modernisation de certaines campagnes. Les fermiers les plus aisés modernisent leurs exploitations comme en Normandie. Mais l'alcoolisme devient chronique dans certaines régions comme la Bretagne et le Nord. Les mentalités évoluent lentement. L'endogamie est très forte et le mariage tardif est souvent arrangé. C'est également la fin des troubles paysans, les révoltes de la faim se raréfient. L'élévation du niveau de vie est réelle, mais encore une grande partie du monde paysan doit aller mendier pour vivre à certaines périodes et dans certaines régions. Alors nous allons voir maintenant la stabilisation du monde ouvrier. La naissance lente du prolétariat se confirme dans les chiffres. 1 million d'ouvriers de la grande industrie vers 1840 contre 3 millions en 1870, répartis principalement dans le textile pour 1,5 million, le bâtiment 400 000 et la métallurgie 200 000. Très grandes usines sont minoritaires et les grands travaux font disparaître le sous-emploi chronique. Globalement, les salaires ont progressé entre 1840 et 1870, mais de manière inégale. L'essoufflement de la croissance au milieu des années 1860 entraîne des grèves et mouvements sociaux. La durée du travail ne diminue pas avant 1880. Maurice Lévy-Le Boyer estime la durée hebdomadaire à 70 heures vers 1870. Les conditions de vie sont extrêmement pénibles. Elles s'améliorent avec la baisse du prix des denrées alimentaires. La législation anti-ouvrière est peu à peu vidée de son contenu, comme nous l'avons vu dans la première partie, avec par exemple l'obtention du droit de grève en 1864. Et dans une dernière partie, parlons des élites traditionnelles et des élites nouvelles. Le Second Empire s'appuie sur les notabilités liées au régime précédent. Les éléments traditionnels de pouvoir des notables, argent, instruction et réseau, s'amplifient avec la conjoncture économique favorable. Le régime veut faire émerger une nouvelle bourgeoisie engagée dans l'expansion économique, clé de l'ordre. Sous le Second Empire, la bourgeoisie d'affaires bénéficie de la spéculation mobilière. Les grands serviteurs de l'État sont largement récompensés. Sous le Second Empire, un sénateur gagne 30 000 francs par an et un ministre 50 000. Le cumul permet même à Rouher de gagner 260 000 francs par an. Les familles nobles et la grande bourgeoisie continuent de fournir des magistrats, des généraux et des évêques. L'ascension de la bourgeoisie d'affaires et industrielle se poursuit. Les nouveaux hommes d'affaires, tels les frères Pereire, s'affirment aussi. Autour d'eux gravitent quelques centaines de personnes qui vont participer à cette fête impériale, comme l'a appelé Alain Plessis. Ils font les réputations, lancent les modes, etc. La bourgeoisie moyenne se développe. Elle se distingue par une fortune moindre. Ce sont des rentiers qui vivent de leurs placements financiers, dans les propriétés, les immeubles, les créances sur l'État ou les actions mobilières, sans toucher à leur capital. Au bas de l'échelle, on trouve les chefs de bureau des administrations centrales et préfectorales. Et on trouve aussi les professeurs titulaires. En 1867, le traitement d'un professeur de rhétorique au lycée varie de 2800 à 4800 francs par an en province et de 4800 à 7500 francs par an à Paris, quand un ouvrier gagne 1000 francs par an. On trouve aussi certaines professions libérales, comme les avocats, les médecins et les notaires. Enfin, les ingénieurs viennent bousculer cette hiérarchie, car en fin de carrière, un ingénieur des mines peut toucher 10 000 francs par an, tout comme un bon médecin. Très peu nombreuses au début de la Restauration, les classes moyennes prennent de plus en plus de place jusqu'à devenir l'ossature de la société. Ce groupe social se distingue des plus pauvres en ayant un patrimoine et de la bourgeoisie en ne partageant ni ses valeurs ni sa richesse. Sous la monarchie de Juillet, ce sont les maîtres artisans, les boutiquiers et les détaillants, mais ils sont peu nombreux. Les mutations économiques du Second Empire la font gonfler avec de nouveaux emplois. Les employés de commerce et de banque, le vendeur de grands magasins. La catégorie des fonctionnaires prend de l'importance.
D'abord numérique, avec 250 000 fonctionnaires en 1840, qui sont donc employés de bureau, enseignants et prêtres, et environ 400 000 en 1880. L'instruction publique représente 30% de l'effectif total. La plupart des agents de l'État sont des provinciaux, car l'administration centrale est peu développée. Son niveau de vie est identique à un ouvrier spécialisé, mais certains avantages la rapprochent de la bourgeoisie, comme la rémunération au mois et non à la semaine, et la location facilitée par cet avantage. Une fatigue physique moindre, du temps libre pour les activités culturelles et de l'instruction.